Pourquoi se faire vacciner? Qu'y a-t-il dans un vaccin? Comment un vaccin se fait approuver par l'OMS? Tant de questions au cœur du débat, au cœur de l'actualité, en cette période de pandémie où plusieurs pays tentent toujours de venir à bout de la Covid-19 par tous les moyens. Quel est le regard que portent les populations en général sur cette méthode sanitaire préventive? Nous rentrons au cœur du débat de la confiance vaccinale avec nos experts aujourd'hui d'une manière générale, mais aussi dans le cas particulier du contexte sénégalais. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir d'être accompagné par Monsieur Amadou Diop. Bonjour Monsieur Diop. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, Monsieur Diop, vous êtes le président de Finova Assova Sénégal, qui est l'association sénégalaise des options vaccinales. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous allez nous en dire plus durant cette émission. Nous sommes aussi en compagnie du professeur Ibrahima Mbeng. Bonjour, professeur. Bonjour, Sophia. Un plaisir de vous retrouver. Un plaisir, un habitué de notre émission Idées. Vous êtes sociologue, socio-anthropologue, donc vous allez nous offrir une analyse de l'historique des comportements, surtout dans ce thème de la confiance vaccinale. Alors, merci à vous d'être sur ce plateau avec moi. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, professeur Mbeng. J'aimerais vous poser la première question. On observe donc cette réticence au vaccin, surtout dans le contexte actuel, chez certaines personnes, dans certains pays, par rapport à la Covid-19. Comment est-ce qu'on l'explique socialement? Oui, d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que cette réticence n'est pas le propre du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une réticence assez générale, partagée par pas mal de pays, notamment en France et dans les pays développés. Mais il y a quelques particularités, en plus des variables qui sont des constantes dans tous ces pays, dans toutes ces sociétés. Il y a effectivement des particularités au niveau du Sénégal. La constante, c'est quoi? Qui est propre à toutes les sociétés, c'est qu'il y a un lien très très fort entre les personnes qui sont réticentes à la vaccination et le degré d'exposition à Internet comme source d'information. Donc, plus on se base sur Internet pour s'informer, pour se former quelquefois. On est exposé aux polémiques du net, plus on développe ce comportement de réticence. On pourra après expliquer pourquoi. Deuxième constat, qui est aussi très très important, c'est que dans ce comportement général, il y a énormément de préjugés. Qui sont véhiculés, liés à la nature du vaccin, liés aux effets secondaires du vaccin. Et quelquefois même, c'est des débats ou des préjugés d'ordre idéologique. Et nous avons aussi là une problématique sociétale, parce que cette problématique touche un peu à des comportements, à des valeurs essentielles, à des sociabilités. Parce que ça remet en cause beaucoup de sociabilité, de façon d'être en société, comme les regroupements, les rapprochements, etc., les contacts. Ce qui explique un peu au rejet, parce que la sociabilité étant beaucoup plus forte, effectivement, que les effets de cette vaccination, effectivement, on peut entrevoir tous les problèmes liés effectivement à cette réussite de cette campagne de vaccination. Il y a d'autres paramètres, mais voici les plus essentiels sur lesquels effectivement on pourra insister. On pourra insister dessus, on va revenir sur énormément de ces paramètres. Mais ce qui est sûr, c'est que la réticence, elle est là. Que ce soit par rapport à la manière dont les gens s'informent, que ce soit sur Internet ou le questionnement par rapport à la fabrication même de ce vaccin-là en particulier. On pourra pousser un peu plus loin, mais avant cela, Monsieur Diop, vous êtes président d'une association justement qui pousse à l'option vaccinale, qui pousse un peu cette option en avant. J'aimerais vous demander d'emblée, quelle est la stratégie selon vous de manière idéale pour maximiser en fait la confiance vaccinale et diminuer la réticence que présentent certaines personnes?
Alors, en tout cas, l'un des fondamentaux de notre organisme vise à rassurer la population. Parce que là, il se trouve que la population, en tout cas dans la plus grande partie en tout cas de sa composante, n'est pas rassurée. Ils sont face à une maladie qui existe depuis pas très longtemps et conséquemment, les chercheurs ou les scientifiques ont tenté de trouver une solution en essayant de mettre en place un vaccin apotropaique pour pouvoir bouter cette maladie, cette pandémie hors de nos frontières. Mais malheureusement, avec, comme le disait tout à l'heure le professeur Mang, le fait que les gens soient exposés à ces thèses complotistes à travers Internet, le fait que les gens n'écoutent pas vraiment ce qu'ils doivent écouter, vise à malheureusement avoir un climat qui n'est pas rassurant. Donc c'est nous, en tout cas dans ce cadre-là, que l'on essaie d'apporter une solution. Là, vous avez parlé tout à l'heure des effets secondaires du vaccin, en effet, parce qu'il se trouve que chacun a son métabolisme et les métabolismes sont différents. Donc de la même manière dont on peut ingérer un vaccin, pour une autre personne, ça peut être différent. Donc on peut être exposé à des effets secondaires. Donc nous, en tout cas dans notre mission, on dit clairement que peut-être que votre crainte est beaucoup plus focalisée sur les effets que peuvent avoir ces vaccins-là, ces effets secondaires. Nous, on se propose de prendre en charge toute personne qui aurait à subir des effets secondaires après la prise de vaccin. En gros, c'est la stratégie qu'on met en place, encore une fois, pour rassurer la population. Alors disons que on se trouve être dans une situation sanitaire absolument compliquée pour tout le monde et que la meilleure solution jusqu'à aujourd'hui demeure être le vaccin. Donc nous ne devons pas, en tout cas de manière responsable, tourner le dos à ce vaccin. Monsieur professeur Mbengue, Monsieur Diop et vous parlez beaucoup de la manière dont les gens s'informent sur Internet, etc. Oui, d'un côté il y a ça, mais il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. On revient encore sur les effets secondaires, sur certaines choses qui se sont passées avec différents vaccins à travers le monde. On a eu des exemples. Est-ce qu'on peut seulement blâmer Internet par rapport à cette méfiance vaccinale? Je ne pense pas. Est-ce que les gens aussi ne se basent pas sur ce qui se passe sur le terrain, surtout aussi par rapport à ce contexte de la pandémie Covid-19 où le vaccin a été fait en un temps assez limité dû aux besoins pressants qui a mis dans la tête des gens qu'on serait peut-être dans une phase test même par rapport à ces vaccins-là? Oui, si on insiste sur cette partie de l'analyse, effectivement, c'est très important de voir ce qui se passe et ce qui se joue. C'est-à-dire, le monde a beaucoup changé. Au départ, il y avait ce qu'on appelait le mythe du sachant, du savant. En l'espèce, le mythe du professeur, du médecin. C'est celui qui donnait l'information de façon quelquefois descendante, unilatérale, et toutes les informations qu'il donnait, que ce soit dans les salles de cours et récemment au niveau des médias classiques, ces informations étaient acceptées. Mais depuis quelque temps, on voit qu'il y a une révolution au niveau de la façon dont les gens s'éduquent, s'informent. Et Internet est devenu le principal canal d'information. Je me rappelle d'une discussion avec ma fille. Quand j'ai développé une thèse, elle m'a dit, papa, attends, je vais voir la confirmation au niveau de Internet. Au niveau de Internet pour voir effectivement quelle est l'antithèse. Donc, Internet est devenu la première source d'information et même de validation des connaissances au niveau des jeunes, au niveau des intellectuels, etc. Ça signifie quoi? Ça signifie aujourd'hui que ce qui était au départ les personnes qui étaient qualifiées pour en parler de façon docte, aujourd'hui sont remplacées par d'autres acteurs qui, quelquefois, ont des intérêts ou ont des savoirs quelquefois assez incomplets. Et ça, c'est un phénomène assez mondial. Donc, ceux qui s'exposent à ce type de savoirs, qui ne sont pas forcément des savoirs éprouvés,
qui n'ont pas fait l'objet de toute la procédure de validation, effectivement, commencent à avoir beaucoup plus d'influence que les vrais docs. Et ça a embrouillé beaucoup de la communication. Et malheureusement, toutes les connaissances aujourd'hui, en tout cas celles qui sont les mieux partagées par les personnes réticentes, parce qu'au niveau statistique, on se rend compte que les personnes les plus réticentes, ce n'est pas forcément les populations à la base, bien qu'il y en a, mais c'est pour d'autres raisons. Mais ceux qui sont les plus influents, c'est souvent des intellectuels qui peut-être soit ont fait quelquefois même de la médecine, mais pour la plupart ont fait d'autres types de formations. Ils vont directement au niveau de cette source pour avoir l'information. Et c'est en relayant quelquefois ces informations qui sont biaisées qu'effectivement les populations développent ces types de réticences, notamment sur les effets secondaires, sur l'origine du vaccin, parce que ça a toujours existé, ces genres de théories. Je suis mal placé peut-être pour en parler, d'autres pourront en parler, mais depuis l'origine des vaccins, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois qu'il y a un type nouveau de vaccin, un vaccin nouveau, une nouvelle thérapie, on se rend compte qu'il y a des comportements réticents et quelquefois des fausses théories, parce qu'à l'origine de la vaccination par rapport à la peste, etc., les gens disaient que c'était de la pus qu'on injectait dans le corps humain. Et quelquefois, on disait que c'était du sang de porc. Donc, à chaque fois qu'il y a... C'est rien de nouveau, alors? Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce type de comportement. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que les personnes qui en parlent de façon docte. Et toutes leurs sources d'informations, c'est sur aujourd'hui. Donc, toute la théorie complotiste, comme M. Amadou Diop l'a rappelé tout à l'heure, qui vient s'inviter au débat, le fait que ce soit quelque chose de nouveau, qu'on essaie de dissocier effectivement aux procédures premières, c'est-à-dire, et tout ça pose problème. Parce que les personnes qui en parlent, quelquefois de façon virulente, quelquefois de façon vigoureuse, et quelquefois de façon même violente, c'est des personnes qui n'ont de source d'information que Internet. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont... Et ça pose le problème de la communication. Pourquoi ça pose un problème sérieux de la communication? Parce que vous pouvez voir la communication, par exemple, du gouvernement. Le gouvernement utilise les médias classiques pour communiquer, la télévision, les communiqués, etc. Et les personnes, aujourd'hui, de plus en plus, vont directement au niveau d'Internet pour s'informer et se former. Donc, il y a asymétrie. Quand on communique par l'intermédiaire d'un type de média, alors que les interlocuteurs, les cibles, utilisent un autre média, vous pouvez vous rendre compte du biais, de la dissension, voire de l'asymétrie. Donc, ce qu'ils font, les responsables de la Commission nationale de la gestion de l'épidémie, tous les canaux qu'ils utilisent, c'est des canaux classiques. Or, les personnes les plus réticentes, et surtout les leaders d'opinion, ceux-là même qui véhiculent des idées sur les effets secondaires, sur la différence entre les différents types de vaccins, etc., qui en parlent de façon docte, etc. Si vous voyez le contenu des propos qu'ils tiennent, si vous voyez les sources d'information, vous pouvez vous rendre compte effectivement que... Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. Ils vont vous dire que oui, on cherche à maîtriser la population, on cherche à avoir des données individuelles sur toutes les populations, il y a des puces qui sont insérées, etc. Il y a beaucoup de théories, et ce ne sont pas forcément des médecins, en tout cas. Donc, si les médecins qui doivent avoir la parole, si les scientifiques doivent avoir la parole, ils n'ont pas la parole, ils se taisent. Ceux qui parlent utilisent des médias qui sont pour la plupart abandonnés par les cibles, donc ils n'investissent pas les réseaux sociaux, etc. Et ils ne cherchent pas à disons, clarifier, enlever un peu tous parce qu'il y a énormément de préjugés et de fausses idées, n'est-ce pas? S'il y a des peurs, s'ils ne cherchent pas effectivement à rassurer, à informer, et à utiliser les canaux, effectivement, les populations vont développer ça, c'est au niveau de ces préjugés. Mais il y a des préjugés beaucoup plus forts aussi au niveau des populations et qui sont très importants.
Parce qu'au début de la maladie, on a assimilé ce type de maladie à, par exemple, ce qui se passe avec le sida ou les autres pandémies. Oui. Et les populations locales ont pensé que, c'était une maladie occidentale, que les Noirs étaient mieux protégés, beaucoup plus robustes. Ou alors même que dans nos pays, avec le soleil, on avait moins de chances. Des théories qui étaient diffusées et qui commencent à effectivement perdre un peu de terrain, mais qui existent encore. Deuxièmement, que c'est une maladie des damnés, par exemple, et que ça ne touche que des personnes infidèles, des personnes, etc. Et voilà, et ça c'est très important. Et que pour le cas du Sénégal, par exemple, avec la prière, la bénédiction, etc., la maladie ne va pas prospérer. Donc c'est des préjugés avec des prières, avec des trucs, etc. qu'on arrive à... Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur ça. Après observer, parce que c'est fascinant de voir ces comportements sociaux-là qui sont particuliers à un contexte et qui peuvent différer d'un contexte à un autre, on y reviendra. Mais avant cela, Monsieur Diop, Monsieur Mbengue, professeur Mbengue, a bien élaboré par rapport aux sources d'information, en insistant sur Internet, etc. Il a aussi parlé du mythe des savants et des sachants qu'il y avait avant et qui commence à disparaître parce que tout le monde a la parole, surtout par rapport à la pandémie Covid-19. Moi, j'aimerais vous demander, en ce qui concerne les savants et les sachants, c'est-à-dire ceux qui doivent parler et qui ont parlé, même dans cet environnement-là, on a vu des oppositions. On a vu des médecins qui ne sont pas forcément d'accord avec d'autres. On a vu ceux qui poussent la vaccination et d'autres peut-être un peu moins, qui parlent d'autres choses. Comment est-ce qu'on se retrouve quand même les savants et les sachants ont justement ces dichotomies-là entre eux par rapport à la pandémie Covid-19? C'est sûr que ça ajoute plus de complexité à la chose, mais également si on se réfère à l'histoire et qu'on se souvient un peu de ce qui s'est passé quand Copernic a élaboré sa théorie disant que la Terre était ronde, on se retrouve absolument au même niveau. À partir du moment où il y a quelque chose de nouveau, comment dire, les divergences en fait sont là, c'est tout à fait normal. Donc ce qui va peut-être plus nous aider, c'est qu'il faut un temps d'acceptation, parce qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle, il y a une certaine défiance de l'exégèse. Les gens se disent que même celui qui est censé être exégète dans un domaine, à partir du moment où ces critères de savoir se trouvent sur Internet, ils peuvent être critiqués. Donc c'est ça le problème, donc, dans un premier temps. Maintenant après, il est vrai que là on a vu tout à l'heure, comme vous le disiez, le professeur Raoult, le bien sûr, qui n'était absolument pas d'accord sur la médication qu'il fallait apporter face à la Covid-19. On en a vu. Et également, même en ce qui concerne l'acceptation ou bien l'homologation des vaccins, où c'était encore plus compliqué parce que là, ça pose un autre problème, un problème géopolitique. Chaque pays, chaque puissance voulait en effet se dire que ce sont nous qui apportons la solution. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pays développés eux-mêmes arrivent à imposer leurs vaccins en disant que voilà, nous avons un tel taux d'homologation sans pour autant, je ne sais pas ce que l'OMS à ce niveau-là apporte comme jugement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas dans une réelle critique contre ces vaccins-là. Donc on se retrouve dans un problème dans lequel chaque pays, aussi bien la France, les États-Unis, avec Johnson & Johnson, France, Pfizer, Moderna, donc on se retrouve face à une guerre. Et dans cette guerre-là, dans cette guerre-là, malheureusement, ce sont les pays les plus pauvres, en tout cas les moins économiquement importants, qui en souffrent. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils s'accaparent de tous ces vaccins-là. Et aujourd'hui, des pays comme le Sénégal, malheureusement, se retrouvent à attendre que ces pays-là puissent se servir dans un premier temps avant de recevoir leur vaccin. Aujourd'hui, je pense qu'au Sénégal, on est à 3,5% de vaccinés. Oui, ce qui est très faible encore. Tout à fait, sur une population de 17 millions d'habitants. Et après, le Sénégal, c'est vrai qu'ils ont compris assez tôt le jeu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certainement, le président de la République a voulu que l'on puisse avoir nos propres vaccins ici au Sénégal à partir de 2022.
Mais ce sont des conditions qui ne rassurent pas, encore une fois. Dans un premier temps, effectivement, on a eu à douter de l'existence même de la maladie, comme tout à l'heure vous le disiez. Et il y en a qui disaient qu'ils étaient protégés en effet par des forces occultes. Et aujourd'hui, avec le variant Delta, tout s'est fracassé. Donc c'est là où, en fait, c'est à ce moment-là même que les gens ont voulu plus se vacciner en disant, ah, en fait, il se trouve que la maladie elle existe réellement. Là, il y a quelques jours, on est parti à Thiès en tournée. On était parti rendre visite en maire d'une commune de Thiès qui disait clairement que même dans sa voiture, il n'avait que des permis d'inhumation. Pour dire à tel point, en fait, à tel point que la situation est très très complexe en ce moment. Maintenant, ceci c'est peut-être le réel objectif, ce serait d'apporter des solutions. Mais sur quelle base? Parce que là, si aujourd'hui on amène, je pense, 16 millions de vaccins, est-ce que les Sénégalais se vaccineront? Est-ce que les Sénégalais se vaccineront? C'est une question. C'est une question importante. On va revenir là-dessus. Professeur Mbengue, tout à l'heure, vous avez parlé d'un défaut de communication. Oui. D'accord? Par rapport à la communication de crise, parce que la crise appelle une communication de crise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce défaut de communication, il y a aussi un problème de compréhension, forcément, de l'utilité même du vaccin, qui est créé par la communication? Par exemple, certains continuent de penser que lorsqu'on se fait vacciner, ça veut dire qu'on peut jeter nos masques, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser du gel hydroalcoolique, ce qui est complètement faux. Et ce qui a été dit par les experts, c'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on ne doit plus mettre de masque, etc. Et c'est pas parce qu'on se fait vacciner aussi qu'on ne peut plus être atteint par la maladie. Non, ça diminue les risques, mais ça ne nous rend pas immunisés de la maladie. D'ailleurs, on a l'exemple de Malick Sall, qui a communiqué en disant, malgré avoir pris ses 2 doses, il a été touché par la Covid-19. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication-là que l'homme d'État Malick Sall a donc fait à ce moment-là? Et le problème de compréhension, il se situe où par rapport à la société, à la population? Oui, il y a surtout au début, un réel problème de communication. D'abord, le premier problème de communication, c'était dès le départ. La population a compris que c'était quelque chose qui allait passer. Donc, il y avait des efforts à faire et c'est pour quelque temps. Donc, on fait cet effort. Après, on s'en sort. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et ça a expliqué un peu beaucoup de retours de bâton. D'ailleurs, par rapport aux sachants, il y a aussi une erreur de gestion. Parce que dès le début, l'université Gaston Berger, les statisticiens, les mathématiciens, ou l'université de Thiès, je ne sais plus quelle université, a fait une étude scientifique pour avertir, pour dire que cette épidémie, sur la base des modélisations mathématiques, allait durer des années encore. Dans la stratégie de communication du ministère, on n'a pas vu, dans la stratégie de communication du ministère, en tout cas, on n'a pas vu cette prise en compte de ces données-là, parce qu'on aurait averti les populations sur les différentes vagues, les mesures à prendre et sur la durée, etc. Deuxième erreur de communication, les malades, ceux qui étaient atteints, étaient considérés comme des pestiférés, comme des données. C'est-à-dire la façon dont on venait les prendre. Et il y avait des sapeurs-pompiers partout, des anges habillés de blanc, etc. Voilà, on indexait les maisons. Donc, avec la dignité humaine, la personne préférait mourir avec sa maladie plutôt effectivement que de s'exposer à ces jugements qui effectivement sont très, aussi bien pour lui que pour toute sa famille. Je pense que ça, c'était une erreur de communication. Peut-être qu'on a cherché à... Troisième erreur de communication. À chaque fois que des personnes prenaient la parole, n'importe où, n'importe quand, etc., cela ne reprenait pas la parole pour répondre du tic au tac et essayer effectivement de lever les équivoques.
C'est-à-dire, quand une personne est sur Internet ou même dans les plateaux en train de parler de façon docte de l'origine du vaccin, des effets, etc., on ne sent pas une réaction derrière. Parce que, oui, qui viennent, parce que c'est le cas de cette nouvelle thérapie qui est le ARN messager, qui est effectivement une nouveauté, donc qui peut effectivement avoir des réticences, des blocages. C'est le silence. On ne sent pas effectivement des sachants qui viennent effectivement expliquer de façon, parce que c'est des trucs très élémentaires, si on l'explique, on explique de façon avec beaucoup de pédagogie et de simplicité, les gens arrivent à comprendre, mais on laisse quand des personnes font le lien entre le fait d'attraper la maladie et le mauvais comportement, etc., il n'y a pas ces réactions de sachants pour venir effectivement édifier. Donc il y a énormément d'erreurs de comportement, aussi bien dans le contenu, la réactivité, la définition de cette maladie, les canaux de communication, parce que les canaux de communication modernes aujourd'hui demandent énormément, font l'objet énormément de commentaires. Quand vous publiez sur Internet, il y a énormément de retours de commentaires. N'est-ce pas? Si on utilise ces canaux-là, on peut effectivement dialoguer directement avec les populations et réagir. Donc ça, on l'a pas senti, si bien que les populations ont eu le temps de développer beaucoup de préjugés, notamment sur les effets secondaires. On n'a pas utilisé les leaders. Mais c'est surtout le fait de laisser des personnes faire le link ou porter des combats politiques, des défiances à l'endroit des autorités étatiques, avec ce combat contre la vaccination ou contre le truc, je pense que ça a été fatal. Parce que de facto, la personne qui serait contre l'État, obligatoirement, doit être contre la vaccination. Et ça a été aussi une erreur fondamentale. Ou bien, le fait d'appartenir à une ethnie ou à une confrérie ou à une religion doit obliger la personne à être contre la vaccination. Je pense qu'au niveau comportemental, au niveau de la communication, le comité devait se prendre en charge. Mais il y a aussi un autre élément qui est très important, très important, et je l'ai dit tout à l'heure. Cette maladie a touché la sociabilité des personnes. Les personnes, pour montrer leur amour, leur affection vis-à-vis d'une autre personne, devaient se déplacer, devaient se rapprocher, devaient participer à la cérémonie, etc., etc. Il y a donc une sociabilité. Le fait de cacher son visage, le fait de ne pas donner la main, etc. Tout cela, c'est des formes de sociabilité. Donc la maladie est venue attaquer les fondements même de la société. Par conséquent, les stratégies qui devaient être développées devaient prendre en charge ces nouvelles formes de sociabilité et en faire des normes sociales. Aujourd'hui, celui qui porte un masque dans la rue, automatiquement, la société devait le voir comme une personne digne de respect, comme une belle personne. Parce que les canons de beauté, c'est des canons subjectifs. Faire en sorte que les personnes qui véhiculent le bon comportement, parce que cette maladie, les médecins le disent et le redisent, ce n'est pas une nouvelle maladie. C'est la forme nouvelle Covid-19. C'est la forme qui est nouvelle. Oui, c'est Covid-19 qui est nouvelle, mais le SARS, ça existe depuis longtemps, depuis des années. N'est-ce pas? Ces formes de grippe et d'autres pandémies vont venir encore avec le phénomène du changement climatique, etc. Il y a des maladies qui vont apparaître, Ebola et là, d'autres pandémies vont venir. Donc déjà anticiper sur tout cela pour que les populations commencent à changer naturellement, parce qu'il faut que le changement vienne de l'intérieur, que ces normes sociales changent. Si les relations changent, on peut aimer une personne, lui montrer son affection sans forcément lui tendre la main, sans forcément faire la bise, sans forcément le contact physique ne soit mis au devant pour effectivement valoriser
le type de relation, le type de relation. Je pense que ça c'est très important que dès à présent qu'on insiste sur le changement de sociabilité qui pourra permettre effectivement de lutter contre cette épidémie et contre toutes les épidémies qui seront appelées à venir. Des changements importants à peut-être intégrer. Monsieur Diop, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette influence géopolitique dont on a un peu parlé avec les différentes options vaccinales. J'aimerais vous poser la question, parce que ça aussi c'est un autre débat. La multitude des vaccins qu'il existe par rapport à la Covid-19 déjà, ceux qui sont présents au Sénégal, qui ont eu peut-être des difficultés ailleurs, ceux qui sont présents au Sénégal et qui ne sont pas reconnus ailleurs, par exemple Sinopharm, qui n'est pas homologué en France, qui n'est pas reconnu en France. Donc les Sénégalais qui prennent Sinopharm par exemple et qui vont en France ont des difficultés. Johnson & Johnson qui a eu des difficultés ailleurs et qui est distribué ici au Sénégal, etc. etc. Pfizer qui n'est pas présent au Sénégal. AstraZeneca qui est aussi ici. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces options vaccinales, vous qui êtes le président de cette association qui pousse justement à l'option vaccinale? Comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens d'avoir confiance en ces différentes options vaccinales et d'ignorer? Est-ce qu'il faut ignorer justement ce jeu géopolitique qui paraît évident? C'est vrai que déjà, à la base, c'est très difficile parce que mais je pense qu'on comprend tout de suite dès que l'on dit que Sinopharm n'est pas présent en France, parce que bon, d'un côté, Sinopharm c'est la Chine, quand également il serait improbable de voir Johnson & Johnson aux États-Unis, plutôt en Chine également. En fait, c'est tout cela. En fait, c'est cette guerre géopolitique là qui explique tout. Mais du coup, nous, c'est vrai qu'on se retrouve à être celui qui reçoit tout, parce qu'on n'a pas les moyens. Et en n'ayant pas les moyens, malheureusement, on est obligé de tout recevoir. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces vaccins-là ont, dans un premier temps, été testés chez eux. C'est-à-dire, Sinopharm a pu montrer son efficacité en Chine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État du Sénégal en a fait l'acquisition. Johnson & Johnson également est présent aux États-Unis et même, selon les informations que l'on a, est inoculé ici à l'ambassade des États-Unis aux Américains. Donc, le seul problème qui se pose, c'est que si à partir du moment où nous n'avons pas les moyens de pouvoir peut-être avoir des vaccins et que nous n'avons pas les moyens également d'en faire en ce moment, et qu'on vous dit qu'il y a deux mots, et qu'entre ces deux mots-là, il faut en choisir le moindre. Je choisis de me faire vacciner pour avoir le plus de chances de survivre ou je croise les bras. En fait, c'est ça le contexte. Et malheureusement, étant donné que l'on n'a pas d'autre choix pour le moment, et le contexte il est le même partout dans le monde, même pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est parce que pour le moment, il n'y a absolument pas d'autre solution. Donc soit on choisit de ne pas se faire vacciner, et là on prend le risque de contaminer les autres et causer beaucoup d'autres décès, ou soit on se dit que, étant donné que c'est la seule solution qui puisse exister, quand bien même elle n'est pas celle qui est préférable, mais c'est le seul remède qui pour le moment est disponible. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il faut faire preuve de responsabilité et faire le choix du vaccin. Peut-être je vais rebondir un peu sur ce que disait le professeur Meng tout à l'heure, en parlant en fait de communication. C'est vrai, mais je pense que c'est assez difficile aussi, comme le disait Victor Hugo. Il disait que quand dans un pays, il y a plus de bouches qui parlent que de têtes qui pensent, on court vers la décadence. Et c'est ça le problème, parce qu'on se retrouve face à des gens qui ne savent absolument rien dans le domaine. Et malheureusement, on a pu remarquer, c'est qu'au Sénégal, c'est celui qui parle en premier qui a raison. Et c'est ça le problème. C'est un des plus gros problèmes peut-être à déconstruire. À ce moment-là, effectivement, on doit faire davantage d'efforts de communication. Mais il est difficile peut-être de rebondir sur chaque interrogation. Il est difficile de rebondir peut-être sur chaque théorie. Parce qu'à la fin, peut-être qu'au lieu de vraiment se concentrer sur l'essentiel du travail, on ne le fera pas. À ce moment-là, peut-être on aurait plus des tendances réactionnaires en fonction de ce qui se passe. Et à ce moment-là, parce que normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà à la base, la pandémie, elle a surpris tout le monde. Aucun pays au monde n'était préparé à cela. Et l'État, comment cela fonctionne, c'est qu'il y a une budgétisation en fait, de choses qu'on doit faire dans l'année. Et étant donné que la Covid-19 est venue prendre au piège tous ces pays-là, tout a été bouleversé. Donc à ce moment-là, personne n'a été préparé. Peut-être que le Sénégal, effectivement, a pris le temps
quand cela a été annoncé en Chine, de pouvoir anticiper. Je me rappelle, en tout cas en lisant les journaux, qu'il y avait eu en effet un travail d'anticipation pour préparer en tout cas la venue de cette pandémie. Il y a eu un travail de préparation. Maintenant, après, c'est vrai que peut-être que c'est la seule vague où on a eu un peu de mal, un peu à l'image de tout le monde, un peu à l'image de tous les pays. Et il est vrai qu'à ce moment-là, peut-être fournir davantage d'efforts. Mais il faut savoir que le variant Delta a fait des conséquences, a eu en tout cas des conséquences dramatiques dans presque tous les pays du monde, et même également dans les pays les plus développés. Parce que là, aujourd'hui, si on compare, il y a plus de décès, en tout cas de personnes contaminées dans les pays développés jusqu'à présent que dans les pays les moins développés comme le Sénégal. Tout à fait. Et c'est le cas jusqu'à présent. Et effectivement, au tout début, on disait que cette maladie était préparée, en tout cas selon les chiffres de l'OMS, en disant que ça ferait davantage de conséquences néfastes sur le continent africain. Et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. C'est pas encore le cas. On espère que ça ne le sera pas. On espère bien. Mais également, on avait dit, en tout cas, il avait été dit que l'on devait se préparer à vivre avec cette pandémie. Et qu'il y ait 3e vague, 4e vague, 5e vague, il fallait en fait avoir cet esprit responsable. Parce que si dans un pays, on pose la question de savoir qui veut le changement, tout le monde lève la main, et qu'on demande qui veut changer, personne ne lève la main, c'est compliqué. C'est pourquoi l'État, moi je considère qu'effectivement c'est un appareil idéologique qui est censé être là pour pouvoir montrer la voie, mais si les populations n'ont pas cette responsabilité également, de pouvoir peut-être se dire, voilà, on est face à un danger, il va falloir changer les comportements, ça ne sera pas possible parce que l'État ne pourra pas faire la police partout. Donc c'est à vous, moi, tout le monde de se dire qu'on est face à une situation peut-être exceptionnelle et qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et là, c'est pourquoi je parle de responsabilité. Donc il faut qu'on puisse se responsabiliser, nous, dans nos familles, et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, en parlant de comportement, ça commence par là. Parce que la meilleure manière d'éduquer un pays, c'est d'abord d'éduquer une famille. Parce que la famille est à l'image en fait, du pays. Donc peut-être que ce sont les premiers efforts qu'on doit d'abord faire pour pouvoir avoir un changement clair là-dessus. Ouais. Même si je dis que la multiplicité effectivement des vaccins ne rassure absolument pas, parce que quand on dit que tel médicament soigne tel médicament, pourquoi l'on aurait besoin d'avoir plusieurs médicaments? Donc c'est pourquoi peut-être là on se dit clairement que si on comprend le contexte géopolitique international et que chaque pays veut montrer sa puissance, parce que regardez, prenez l'exemple, aucun pays africain n'a fabriqué de vaccin. Non. Voilà. Donc du coup, si on prend peut-être sur une courbe et qu'on montre en fait tous les pays qui ont eu à produire les vaccins, ce sont les pays les plus économiquement avancés, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. C'est une précision importante à faire. Professeur Mbengue, j'aimerais que vous reveniez sur cette question-là, cette question essentielle de la multitude d'options de vaccins, ceux qui sont présents au Sénégal, qui ne sont pas forcément reconnus ailleurs, etc. Qu'est-ce que ça crée socialement, sociologiquement dans l'esprit des gens? Déjà, en fait, j'approuve l'analyse très pertinente de M. Amadou Diop, très pertinente. Mais ce qu'il faut comprendre est le fait de rejeter la multiplicité des vaccins, à mon avis, ça fait partie des préjugés. Des préjugés. Parce que un patient va à la pharmacie et va demander lequel des médicaments est le plus efficace, parce que ipso facto, il accepte la multiplicité des médicaments selon les firmes. Mais dans sa tête, quand on parle de vaccin, c'est un seul vaccin, parce que c'est ça qu'il a toujours compris. Donc dès qu'on lui parle de multiplicité des vaccins, automatiquement il se perd. Donc ça fait partie des préjugés, parce qu'on peut avoir plusieurs types de vaccins selon les experts et plusieurs types de démarches pour lutter contre une maladie. Ça n'empêche pas que chaque type de vaccin puisse avoir son niveau d'efficacité et ses effets secondaires propres, mais ça fait partie effectivement des constructions à faire. Et M. Diop a parlé tout à l'heure avant de revenir sur ça, j'aimerais revenir sur les intérêts géopolitiques. Oui. Tous les pharmaciens, tous les médecins, tous les experts vous diront qu'il y a des enjeux géopolitiques dans tous les médicaments, dans toutes les entreprises. Vous ne verrez
En fait, vous avez l'habitude de voir un chef d'État qui se déplace sur tous les pays européens avec son arsenal de chefs d'entreprise. Il n'y a pas de chef d'entreprise. Pour développer, on développe à partir, on développe un pays à part de ses entreprises, on développe un pays à part de ses recherches. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'un pays fasse la course pour être le premier à découvrir ou à mettre le marché un vaccin et que l'autre le suive, et que le pays demande que les citoyens soient vaccinés. Il n'y a rien de nouveau, mais seulement c'est la compréhension qui pose problème. Et c'est dans cette compréhension qu'il y a tous les préjugés, des éléments à déconstruire. J'aimerais rebondir sur deux aspects de l'analyse pertinente de M. Diop. C'est vrai que ça a surpris tout le monde. Mais on a vu des présidents qui ont été très... pas réactifs, clairvoyants, qui ont anticipé, qui ont vu l'avenir. Je voyais le discours de George Bush pour dire comment le monde sera dans 10 ans. Donc il a un chef d'entreprise, un chef de parti, un chef de gouvernement, un président. Un leader, tout simplement. Qui n'a pas la capacité de faire de la prospective. Pour moi, ne mérite pas ça de gouverner. Aujourd'hui, le monde change rapidement, tout change rapidement. Il faut donc que ce soit au Sénégal, en Afrique, dans le monde entier, une des qualités fondamentales, c'est la capacité à faire de la prospective anticipée. Et ça a manqué effectivement dans la gestion de cette épidémie. Parce qu'on a voulu limiter l'épidémie à 2 mois, 3 mois, etc. Et tout l'argent, les 1000 milliards et autres, et toute la campagne, tout ça, c'est fait focus sur une durée très très limitée. C'est pourquoi effectivement ça a super. Et pourtant, au même moment, des mathématiciens sénégalais ont pris leur responsabilité, parce que vous avez parlé de responsabilité, c'est très important de parler de notion de responsabilité, ont pris leur responsabilité, fait des études scientifiques, ils ont mis dans le panier pour dire à l'État, attention, la courbe telle qu'elle évolue, mathématiquement, on est parti pour plusieurs années. Moi-même, quand j'ai lu les résultats, j'ai dit, est-ce que... Parce que les résultats sont graves, parce que c'est pour des années. Oui. Et pourtant, c'était dans le panier. Est-ce que ça a correspondu avec la politique de l'État? En ce moment, je ne pense pas. Il y a eu des trucs, donc les gens ont été responsables. C'est vrai, on ne peut pas réagir sur le plan de la communication à chaque commentaire. Mais il y a des problématiques fondamentales, n'est-ce pas, que l'État doit reprendre à travers le comité de gestion pour apporter des réponses. Parce que c'est des questions fondamentales. Sophia, vous avez posé beaucoup de questions sur les effets secondaires, sur les firmes, sur, etc. Qui va vous donner les réponses? Est-ce que c'est l'État qui vous a donné les réponses? Non. Est-ce que c'est le communiqué qui vous a donné des réponses? Je me pose encore des questions. Vous posez encore des questions. Beaucoup de personnes se posent encore des questions. Oui. Ceux qui leur donnent des réponses, ils sont sur Internet, ils sont. Donc, il ne s'agit pas de répondre du tic au tac, mais de reprendre toutes les problématiques fondamentales qui constituent des biais, des préjugés, effectivement, pour utiliser le terme très scientifique de Amadou Diop, de déconstruire. Et pour déconstruire, il faut trouver, il faut parler. Un jour, ma fille, je l'ai su en train de me regarder, de m'observer, regarder la télé. Pendant 5 minutes, elle me regardait fixement. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a dit, mais papa, qu'est-ce que tu cherches à la télé? Qu'est-ce que tu regardes? Parce qu'elle ne comprend pas que moi, je puisse regarder la télé. Parce que pour elle, c'est d'une époque révolue. J'ai voulu faire une campagne aussi de communication quelque part. J'ai demandé à une de mes assistantes pour voir quel est le truc. Elle m'a dit, elle ne regarde jamais la télé. Jamais la télé. Comment pouvez-vous atteindre ces cibles-là? Ces cibles qui aujourd'hui, malheureusement, commencent à constituer un grand nombre. Oui. N'est-ce pas, en utilisant des médias qui sont encore classiques. Même les télévisions sont en train de faire leur mieux. Je suis presque sûr que demain, l'émission de Sophia va passer à la télé, mais aussi va investir. Je suis presque sûr. Et il y aura beaucoup plus de personnes qui vont voir l'émission à travers Internet qu'à travers le truc. La télé. Donc, comment vous pouvez communiquer avec les personnes en faisant fi de tous ces
de tous ces... Aujourd'hui, quelle est la page Facebook de trucs que personne ne connaît? YouTube. Quelle est la page Instagram du comité? Personne ne connaît. Quelle est la page... Quelles sont les questions qui sont abordées, etc., etc. Donc, il y a énormément de supports qui peuvent permettre d'atteindre des cibles qui n'ont pas été investies. Qu'est-ce qu'on voit petit matin? Quelqu'un, même s'il est savant, même s'il est un responsable, une autorité, qui parle du nombre de décès, qui parle du nombre de cas, et c'est la politique de l'État par rapport à ce qu'il a acheté, ce qu'il n'a pas acheté. Alors qu'il y a des questions fondamentales, essentielles, il y a des préjugés qui sont en train de polluer, n'est-ce pas, la mentalité et qui impactent le comportement. Et je vous dis, parmi ces préjugés, il y a des préjugés qui sont d'ordre religieux, qui sont plus graves. Et ça devient plus grave. On va revenir là-dessus tout de suite. J'aimerais juste poser la question justement à M. Dio par rapport à ces canaux de communication. Est-ce que vous prévoyez de les utiliser dans votre stratégie, dans votre association pour justement la promotion des options vaccinales? Alors, comme il a si bien dit, effectivement, c'est vraiment en fait c'est dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, même en mettant en place une stratégie de communication, on met tout en avant le community manager, tout de suite, peut-être dans les entreprises les plus reconnues au monde. Et effectivement, mais par contre, peut-être que c'est un détail sur lequel je vais devoir revenir, parce que dans les communiqués même du ministère de la Santé, à chaque fois que cela est publié, on met automatiquement un lien Twitter, Facebook, et automatiquement. Ça, et peut-être qu'en fait, effectivement, la plupart en fait, ne sont pas au courant, mais nous, entre nous, dans notre stratégie, pour pouvoir toucher toutes les couches de la population sénégalaise, on a mis en avant les acteurs culturels, les professionnels, en tout cas, autour du secteur de la santé, également les sociétés nationales, les mairies, ce qu'on appelle les Badianougor au Sénégal. Voilà, pour avoir en fait cette inclusivité sociale. Également à travers les réseaux sociaux, on a effectivement des pages Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tout est lié. Parce que c'est la meilleure manière aujourd'hui de toucher les gens. Et peut-être un détail sur lequel je vais être très très d'accord sur ce qu'a dit le professeur Mang, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, si vous regardez bien, le président Macron par exemple, il a un compte TikTok. Oui, il est sur TikTok, il fait des vidéos TikTok. Effectivement, c'est pour toucher une certaine partie de la population, les jeunes. Aujourd'hui au Sénégal, les jeunes ont TikTok. Et, effectivement, il y a même des influenceurs qui en fait, viennent de là-bas. Peut-être que s'il y a en tout cas une certaine mue à adopter en ce qui concerne la communication, ce serait d'investir ce genre de réseau. Mais malheureusement, la sacralité de l'État pose problème sur certains réseaux. Parce qu'il faut garder quand même une communication institutionnelle. Mais on peut faire les deux. On peut faire la communication institutionnelle parce que le monde évolue, il faut évoluer aussi avec le monde. On est d'accord. On est d'accord. Parce que de la même manière dont on peut dire que un président de la République est un être humain et qu'un président de la République ne doit pas faire d'erreur. Voilà. Par contre, l'homme en tant qu'homme peut faire des erreurs. Mais en tant que président, de la même manière également dont on dit que l'État ne doit pas être faible, l'État ne doit pas faire d'erreurs également. Et même s'il fait des erreurs, peut-être qu'il aura d'autres manières de pouvoir en fait les assumer. Mais pas de les dire, parce qu'il y a certaines également communications qui aujourd'hui causeraient ce qu'on appelle la panique. Si on devait absolument tout dire, cela n'aurait absolument pas cette tendance à rassurer. Parce que si aujourd'hui vous dites clairement que voilà, parce qu'il y a beaucoup de décès en ce qui concerne, il y a beaucoup de décès qui, en fait, dont on ne sait pas que si c'est la COVID ou pas. Voilà, mais imaginez aujourd'hui, on dit clairement que voilà que cela était établi, que ces gens-là, et qu'on mettait le nombre vraiment en fait de morts liés à la COVID, mais la vaccination ou pas, les gens ne sortiraient même plus de chez eux. Et au tout début, c'est ce qui nous est arrivé. Au tout début, quand on a parlé de confinement, voilà, le confinement, le fait que les gens restent chez eux et que les scientifiques puissent travailler. Et même aussi, je suis d'accord avec le fait que les scientifiques sénégalais mathématiciens ont essayé en tout cas de prévoir la situation peut-être dans quelques années. Mais aujourd'hui, les scientifiques, je pense que ce sont les premiers à être critiqués. Aujourd'hui, on a vu des scientifiques de haute renommée voir leur thèse absolument bafouée ou critiquée. Donc c'est peut-être ça à peu près l'état qu'a la science, parce que la science a besoin de temps. Et en ce moment, peut-être ce qu'il nous faut, c'est du temps, mais tout en respectant les règles.
Tout en respectant les règles. Ouais, c'est très important. Sauf que juste avant la question, une petite parenthèse, les polémiques, les controverses entre savants, ça a toujours existé. Oui. Sauf que c'était entre savants, ça s'est limité un peu. Aujourd'hui, vous voyez... C'est exposé. C'est vrai. Ouais. Non, ça va s'exposer, mais vous voyez quelqu'un qui n'a jamais fait médecine de sa vie et qui expose des théories sur la médecine et contre... C'est ça la nouveauté. Du fait qu'effectivement, ces sources d'information lui donnent cette autorité. C'est ça la différence. Ouais. C'est ça la différence. Einstein, il a critiqué la théorie de l'expansion de l'univers. Contre d'autres savants qui étaient plus jeunes que lui. Après quelques années, lui-même, il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Einstein, le plus grand savant, il s'est rendu compte. Mais si c'était maintenant, les gens allaient prendre position entre Einstein et etc. de façon savante. Voilà, c'est ça le problème maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez des personnes qui sont des influenceurs, qui sont sur TikTok, etc. et qui arrivent à traduire, à argumenter jusqu'à effectivement se prendre eux-mêmes pour des savants et induire en erreur peut-être 2 ou 3 savants dans le monde entier sur 1 million de savants qui investissent les réseaux sociaux ou qui défendent des intérêts particuliers, etc. peuvent manipuler. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais le problème, c'est que ces savants-là, ces sachants-là, tous les intérêts qui sont derrière, tous leurs comportements qui sont réprouvés par les autres ne sont pas connus de ceux qui reçoivent. Mais dans tous les cas, vous l'avez dit, il y a une sacralité de nos institutions de l'État, c'est vrai. Il faut respecter la sacralité, la façon de truc. Mais aussi, il faut savoir que le monde est en train de changer. C'est ça. Le monde est en train de changer, la jeunesse est en train de changer. Donc les canaux de communication sont en train de changer. Il faut réfléchir et c'est là où se trouve l'ingéniosité des experts en communication. Comment faire en sorte que le message atteigne la cible, la bonne cible, en nombre et en qualité, sans pour autant nuire à des valeurs qu'on veut préserver. C'est là où se trouve effectivement l'ingéniosité de cette science-là. Mais c'est dire que l'État doit fonctionner de cette façon-là, de tout le temps, comme ça, partout et pour toujours, c'est là où effectivement le problème se pose. Les qualités aussi d'un chef d'entreprise, d'un chef de parti, d'un président changent. Tout à fait. Change. Auparavant, il y a 50 ans, 60 ans, il fallait faire beaucoup d'études de droit, il fallait faire beaucoup d'économies aujourd'hui, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les premières qualités, les premières compétences. Peut-être c'est l'intégrité, la capacité à communiquer, etc. Donc ça change. Aujourd'hui, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir faire de la prospective. Vous pouvez, c'est comme les téléphones fixes. On a investi beaucoup de milliards. 2 ans après, on invente le téléphone portable. Tous ces milliards investis dans les infrastructures de téléphonie, voilà, sont perdus. Le chef de l'État, il peut faire la même chose. Il peut investir des milliards sur quelque chose qui sera très vite dépassé. Dépassé parce qu'il y a Donc si on n'est pas capable de faire de la prospective, de voir le futur et surtout d'inventer le futur, de l'inventer, je pense qu'on n'est pas digne, pour moi, à mon avis, n'est-ce pas, d'occuper. Et c'est très important de savoir que le monde a changé, aussi bien sûr, parce que les médecins aussi, il y a beaucoup de médecins qui communiquent très très mal. Quand on les voit communiquer, on ne sent pas une certaine assurance, etc. Donc c'est le lien, effectivement, aussi bien dans les structures hospitalières, dans le comité de gestion et autres, de créer des cellules, de créer des services. Il a parlé de community manager. Beaucoup d'entreprises ont des community managers. Pourquoi les États n'auraient pas de community manager professionnels, bien formés? C'est important. Pourquoi dans les hôpitaux, on ne voit pas dans un hôpital à l'entrée service communication, accueil communication, marketing, etc. On ne voit que des blouses blanches des médecins. C'est ça en fait le problème. Parce que le monde est en train de changer. Il faut effectivement de nouvelles compétences, de nouveaux services, de nouvelles façons de communiquer. Parce que les préjugés, l'épidémie nous a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc c'est le lieu de s'asseoir,
de revoir beaucoup de paradigmes, de les changer, effectivement, pour faire face au monde de demain. Pour faire face au monde de demain qu'il faut anticiper, quand vous le dites, quand on est un bon leader. Oui. Moi, j'aimerais revenir avec vous, Monsieur Diop, sur un aspect que vous avez effleuré tout à l'heure, mais qui est quand même catégorique et je pense primordial, surtout dans votre optique de stratégie d'option vaccinale et de promouvoir justement les options vaccinales avec Pfinnova, Asova, c'est le fait qu'aucun pays africain ne fabrique de vaccins. Aucun pays africain ne fabrique de vaccins liés à la Covid-19. Pensez-vous pas que c'est la première barrière par rapport à la confiance vaccinale du fait qu'aujourd'hui, c'est 3% de la population sénégalaise qui est vaccinée et nous n'avons pas les moyens, je pense, si je ne m'abuse, de vacciner plus de 10% ou 15% ou même 20% de la population sénégalaise. Comment est-ce qu'on fait la promotion des options vaccinales si on est en attente constante de vaccins de l'Occident? Alors, déjà, dans un premier temps, à partir du moment où peut-être les vaccins qui sont là sont peut-être acceptés comme étant efficients, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, nous avons des médecins également qualifiés qui certainement n'inoculeraient pas de vaccins s'ils ne connaissaient pas en tout cas leur niveau d'efficience. Donc dans un premier temps, pour dire que les vaccins qui sont là en ce moment sont efficaces contre la Covid-19. Maintenant, tout à l'heure, effectivement, parce que le professeur Meng a parlé de prospective, l'on est dans ce sens-là également, parce que là, quand on dit qu'au Sénégal, en tout cas le président de la République l'a annoncé, pour dire qu'à partir de 2022, en tout cas décembre 2022, le Sénégal produirait ses propres vaccins. L'on participera également dans cette campagne-là. Donc peut-être que pour les autres pays africains, le souhait n'est pas encore démontré, mais pour le Sénégal en tout cas, en ce qui concerne le Pfinnova Sénégal, nous accompagnerons l'État à ce niveau-là. Maintenant, il est vrai que c'est très difficile, surtout en ce moment, c'est très très difficile parce que les gens clairement disent que si jamais je prends le vaccin, peut-être que d'ici 2 ans, j'aurai des effets secondaires. Ou d'ici 2 ans, on parle d'infertilité. Les jeunes parlent de ça. Ah oui, beaucoup de personnes parlent de ça. Juste pour dire qu'en fait, toute la peur se retrouve autour des vaccins. Mais si on compare bien, c'est que les mêmes gens qui avaient peur, qui ne savaient pas, qui doutaient en tout cas de l'existence de la maladie, ce sont ces mêmes gens également qui ont peur de ce vaccin-là. Parce que de la même manière, parce que le vaccin, la maladie a pris du temps pour qu'on puisse au Sénégal se rendre compte que la maladie existait réellement, il a fallu qu'il y ait la troisième vague, le Delta. Mais je pense que pour les 2 premières vagues, étant donné que le nombre de cas il est beaucoup plus concentré dans la région de Dakar qui est sur Diourbel, et qu'à l'intérieur du pays même, c'était assez difficile de pouvoir le croire parce qu'ils vivent dans des zones très très éloignées et ils ne voient absolument pas de cas, ou ce sont des cas très très rares. Donc aujourd'hui, ils savent en tout cas que la maladie existe. Mais moi, je leur dirais juste de la même manière dont ils ont vu avec le temps que les scientifiques avaient raison, c'est également de cette même manière qu'ils doivent faire confiance également au vaccin. Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense quand on est petit, je pense qu'on se fait vacciner depuis très très longtemps avec le PEV, Programme élargi de vaccination. Donc ce sont des vaccins qui ont également montré leur efficacité. Donc je pense que ce soit aussi bien l'État que les personnes, les scientifiques n'ont absolument aucun intérêt à mettre en place des vaccins qui n'auraient pour but que de tuer la population. Donc du coup, en fait, je reviens également à ce sentiment de responsabilité. Nous, en tout cas, notre rôle est de pouvoir mettre en avant également les arguments qu'il faut pour leur dire clairement que ce que vous voyez, mais ce qui est dit ou exprimé dans les théories complotistes n'a absolument aucune base scientifique. Ce sont des gens, malheureusement, avec la démocratisation effectivement de l'information, parce que il y a une expression qui disait qu'avant Internet, ces gens-là qui sortent en tout cas ce genre de théories complotistes le faisaient dans des bars. C'est ça. Mais maintenant avec Internet, avec la démocratisation effectivement de l'information, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Chacun a son mot à dire quand on a un compte Twitter ou Instagram. Et le danger, c'est que celui qui écoute, celui qui ne sait absolument rien, ou bien celui qui malheureusement en fait, a des tares en ce qui concerne l'éducation, malheureusement, pour pouvoir mettre en cause déjà ce qu'il dit, c'est difficile. Donc malheureusement, il ne peut que l'accepter. Exactement. À 90% peut-être du temps. Et donc du coup, peut-être essayer dans un premier temps peut-être de travailler effectivement sur la communication, ça sera très important parce que c'est vraiment la base essentielle pour que les gens puissent se dire clairement que
on est quand même face à une situation exceptionnelle pour tout le monde. Et qu'à ce moment-là, il faut peut-être qu'il faut essayer peut-être d'avoir cette responsabilité qui puisse se dire que en me protégeant moi, je protège également ma famille, je protège mes proches. Peut-être c'est l'un des arguments que l'on met en avant à travers l'association. Tout à fait. En tout cas, la responsabilité revient toujours au cœur du débat, c'est la responsabilité individuelle. Professeur Mbang, j'aimerais que vous reveniez sur en quelques mots par rapport à ces préjugés qui sont spécifiques au Sénégal, c'est-à-dire qu'ils soient d'ordre religieux, d'ordre culturel, etc., qui bloquent un peu cette confiance vaccinale-là et qui sont très profonds et qui sont peut-être délicats à toucher chez certaines personnes parce qu'elles touchent justement leurs croyances individuelle profonde. Oui, je vais répondre directement à cela en quelques mots et juste rebondir sur ce que Amadou Diop avait dit tout à l'heure. C'est vrai, il faut beaucoup de responsabilité. Il a beaucoup insisté sur la responsabilité. Malheureusement, c'est pas très partagé. Peut-être il y a une bonne partie de la population très responsable partout dans le monde. Mais il y aura toujours malheureusement une grande masse qui ne va se conduire que sous l'effet d'une contrainte. Toujours, toujours. Donc, il faut toujours, dans les solutions aussi, non seulement envisager, essayer d'éduquer les populations, essayer de les responsabiliser, essayer de mettre en avant des leaders très responsables pour les pousser au bon comportement. Mais, comme en France, vous avez vu que les contraintes qu'ils ont mises a eu des effets. Vous ne pouvez pas, c'est le pass, etc. Oui, vous pouvez voir des gens qui sont très récalcitrants. Par quel que soit alpha, ils n'allaient jamais se vacciner, des têtes brûlées. Mais dès qu'on a mis le pass, effectivement, pour accéder au stade, etc., ils sont passés par ça. Donc, il faut toujours, effectivement, de façon intelligente, pas de confiner les gens, pas de trucs. Donc, je pense que ce n'est pas ça l'objet. Parce qu'il y a aussi beaucoup de réticences en France. Oui, il y a eu des réticences, mais l'objectif est atteint. Après, on pourra revenir sur l'objectif est atteint parce que donc c'est des dépasses. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent voyager, voilà, pratiquement tous se sont vaccinés parce que sans quoi ils ne peuvent pas voyager. Des formes d'intérêt. Peut-être ne pas pousser le bouchon trop loin parce qu'il faut toujours une intelligence de la chose avec des doses homéopathiques pour utiliser le langage des médecins, n'est-ce pas, jusqu'à ce que mais l'objectif, il faut sauver la population quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent et du fait de la COVID-19. Pour revenir sur ces préjugés qui sont malheureusement les plus difficiles à solutionner. Parce que ces préjugés aussi touchent la croyance. Beaucoup de personnes ici au Sénégal ont commencé à lier et à mener une guerre contre la vaccination, non pas pour des causes, des raisons scientifiques ou personnelles, mais du fait de leur appartenance à des confréries ou à des religions. Et ça commence à être dangereux. Et la définition même de cette maladie, à un moment donné, a posé problème. Parce que la maladie a été définie, construite autour d'une malédiction, d'une damnation, etc. Et ça, non seulement ça a fait que les personnes feront tout pour ne pas disons, être indexées, être, j'ai oublié le mot. Pointé du doigt. Point stigmatisé, voilà, stigmatisé, etc. C'est très important. Mais ce autour de quoi je tourne jusqu'à présent et que je ne veux pas toucher du doigt, c'est qu'il donne à des personnes la capacité de stopper la maladie du fait de... Voilà. Donc, il faut le dire, de croyance. Voilà. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le seul outil de protection, si tant bien même qu'ils arrivent à accepter
la maladie serait non pas de se faire vacciner ou de prendre des médicaments, mais de se protéger derrière des incantations. Et ça, je pense que c'est très très grave, d'autant plus que si on interroge la religion musulmane et même le comportement de ces marabouts-là, qui peut-être effectivement sont des propos qui ont été dénaturés, on se rend compte que la maladie a toujours existé, même du temps du prophète. Et la réponse qu'il a toujours donnée, et la réponse que tous les érudits ont toujours donnée, sont des réponses médicales. À problème médical, réponse médicale. Aujourd'hui, le préjugé fondamental, c'est quoi? À problème médical, des réponses non médicales. Donc c'est ça le truc qu'il faut. En tout cas, j'aimerais vous remercier tous les deux. On est déjà à la fin de cette émission, malheureusement. Merci pour votre temps et puis pour cette analyse, ces analyses passionnantes et pertinentes. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées sur ITV. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous prochainement sur votre chaîne.